C'est notre rendez-vous du week-end, une semaine dans le monde, l'actualité vue par nos éditorialistes et nous accompagne ce soir. Je prends ma petite feuille, mais vous pouvez les voir à l'image. Patricia Lémonière, bonsoir. Patricia, grand reporter spécialiste des questions internationales. À côté de vous, Ziad Liman. Bonsoir. Ziad. Bonsoir. Vous êtes directeur du mensuel Afrique Magazine. Fabrice Oslo est avec nous aussi. Vous êtes journaliste spécialiste des questions internationales, ancien directeur de la rédaction de Libération. Et puis Laure Simoes, Laure, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. On va entièrement s'intéresser ce soir à ce qui est en train de se jouer à la Maison Blanche. Volodymyr Zelensky y est enfin dans ce bureau ovale. Il attendait cette rencontre depuis le 20 janvier, une rencontre qui s'avère houleuse, les échanges sont musclés, mais Donald Trump préférait ces derniers temps Vladimir Poutine comme interlocuteur. Il l'a rappelé encore ce soir, donc on va voir ce qui va sortir des discussions entre les deux hommes. C'est une conférence de presse que nous suivrons en direct. Donald Trump qui a voté, les États-Unis qui ont voté aux côtés de la Russie, c'est une première, on en parlera aussi dans un instant. On verra quelles conséquences cela portera sur les équilibres internationaux. Voilà, on l'attendait cette rencontre, tout un pays l'attendait et puis c'est vrai qu'officiellement il s'agit d'accepter un accord sur l'exploitation des terres rares et des minerais. C'est tout ce qu'il fallait en tous les cas pour que Donald Trump reçoive Volodymyr Zelensky. Malgré tout, les deux hommes ne semblent pas forcément d'accord sur les conclusions de cet accord. Pour l'instant, c'est une ébauche et on va voir si au cours de cette rencontre qui se déroule en ce moment, eh bien, ils vont être capables d'élaborer quelque chose. Donald Trump fait monter la pression. S'il n'y a pas d'accord, eh bien, nous ne vous soutiendrons plus du tout. Or, Volodymyr Zelensky sait qu'il a besoin des États-Unis pour assurer la sécurité de son pays face à Vladimir Poutine. Mais le temps est à la paix, ne cesse de lui rappeler Donald Trump. On écoute le président américain s'exprimer tout à l'heure aux côtés de son homologue et puis on en parle ensuite sur ce plateau. Ne nous dites pas ce que nous devons ressentir. Ne nous dites pas ce que nous devons ressentir. Vous n'êtes pas en position de dicter ce que nous devons ressentir. Nous allons aller très bien et nous sentir très forts. Vous n'êtes pas en bonne position. Vous vous êtes mis dans une très mauvaise posture. Vous n'êtes pas dans une bonne position. Vous n'avez pas les cartes en main en ce moment. Vous jouez aux cartes. Vous jouez avec la vie de millions de personnes. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Et ce que vous faites est très irrespectueux pour ce pays. Ce pays qui vous a soutenu bien plus que ce que les gens disent que nous aurions dû. Patricia, on a assisté à des échanges irréels pour deux dirigeants tout à l'heure. Ça ne s'est, je crois, jamais produit, une telle exposition de la violence dans les mots, de la tension extrême. On sentait Zelensky très tendu, et quant à Trump, il était au bord de l'explosion. Alors, il faut savoir qu'on a aussi, il y a des vies, des millions de gens et de vies en jeu, donc il y a quand même une réalité de la guerre très importante, mais on a aussi affaire à deux bêtes de scène. L'un, malheureusement, qui défend son pays qui est attaqué, et l'autre qui veut gagner de l'argent et profiter de la situation et se débarrasser de l'Ukraine. Et l'un a eu l'outrecuidance, en quelque sorte, de lui dire que son copain, donc le copain de Donald Trump qui est Vladimir Poutine, était un tueur. Il lui a dit dès l'entrée de jeu, pratiquement. Et alors là, je crois que Donald Trump, c'est trop. Et donc, il est rentré dans une diatribe d'une violence quand même inouïe. Dire que la responsabilité incombe à Zelensky, la responsabilité de millions de morts, il dit des millions, la responsabilité de courir à la Troisième Guerre mondiale, et puis J.D. Vance, qu'on voit là justement à l'image, eh bien J.D. Vance, lui, il lui a dit « Vous n'avez pas le droit de vous adresser comme ça à un président américain ». C'était une humiliation complète pour le président Zelensky, mais ce dernier a tenu le choc. Moi, franchement, à un moment donné, j'ai vu la scène en longueur, j'ai dit, il va craquer. Non, il a tenu le choc, il a tenu tête. Alors, il va falloir voir maintenant ce qui va se passer
à l'intérieur, parce que là, ils s'adressaient chacun à leur audience, l'un à l'audience américaine, l'autre à l'audience ukrainienne. Qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur? Va-t-il avoir une conférence de presse après? C'est toute la question. Parce que la conférence de presse après une telle violence, on pourrait presque en douter. Oui, et puis en principe, il faut annoncer quelque chose pour avoir une conférence de presse. En théorie, il doit annoncer le fameux deal. Oui, non mais voilà, mais il faut pouvoir l'annoncer, effectivement, s'il n'y a pas d'accord. Si vous ne signez pas, de toute façon, on ne vous soutient plus, donc on se dégage. Après, ce qui est intéressant aussi, si je peux me permettre, c'est qu'on a ces séquences toute la semaine. C'est-à-dire qu'on a eu Macron on avait l'impression qu'il se cherchait, Macron, dans sa réponse à Trump face aux caméras, face aux questions. Il a longtemps hésité, puis il est intervenu, il lui a mis la main sur le bras. Il a quand même dit que l'agresseur, c'était la Russie. On a eu Keir Starmer après, qui avait lui aussi beaucoup de mal à répondre à Trump. Et on voit que Trump lui coupe la parole, l'arrête, etc. Volodymyr Zelensky, il arrive avec 3 ans de guerre. Il arrive avec des centaines de milliers de ses concitoyens qui sont morts durant cette guerre. Il arrive en position où, c'est vrai, il n'a pas forcément beaucoup d'atouts en main. Il en a quelques-uns, mais très peu. Et d'une certaine manière, je pense qu'il a dû se dire, voilà, moi je ne peux pas, je parle à l'Ukraine, je parle en honneur de l'Ukraine, je dois tenir tête à Donald Trump. Ce qu'on a vu là, c'est quand même du domaine de l'humiliation. C'est de l'humiliation en direct face à toutes les chaînes de télévision et à toutes les audiences possibles. Après, on le sait avec Trump, il y a les mots et il y a ce qui se passe derrière. Ça va être peut-être plus intéressant de savoir s'il y aura une conférence de presse, si finalement ils vont trouver un accord sur les minerais et notamment sur les fameuses garanties de sécurité. Mais là, c'est vrai qu'on a rarement vu ce niveau d'échange entre présidents. On a rarement vu autant d'acrimonie et surtout des attaques quand même répétées à deux contre quelqu'un qui est agressé depuis 3 ans. Et Zelensky, oui, qui d'une certaine manière, face à son pays, ne pouvait pas, lui, rester forcément comme un vassal, sauf que c'est monté très très haut. Ouais, Ziad, on est très loin de l'ovation au Congrès américain. Ah non, on a changé de monde. On a changé d'Amérique. Je suis assez d'accord avec vous deux. Il y a une part de cinéma, mais elle révèle quand même un paradigme totalement rompu. C'est une autre position par rapport à ce conflit. C'est une autre position par rapport à la Russie. C'est pas tout à fait non plus surprenant, puisqu'il y a quand même eu ce vote aux Nations Unies qu'on a déjà presque oublié dans le flux du trumpisme quotidien. Ah non, parce qu'il redistribue effectivement les équilibres internationaux. Donc en gros, je suis ami. D'abord, je deal avec la Russie. C'est normal. Je suis une superpuissance, c'est une superpuissance. Tout le reste, on balaye. Deuxièmement, je ne veux pas... Et je pense qu'il y a effectivement le fait d'avoir dit que Poutine était un tueur, mais encore une fois, Zelensky, il prend des risques aussi. C'est-à-dire, on en parlait un petit peu avant, s'il se couche dans le bureau ovale, il ne rentre plus à Kiev. C'est-à-dire, c'est la révolution, ils le liquideront. Enfin, c'est pas possible pour quelqu'un qui a mené la guerre pendant 3 ans de dire « Ah oui, vous avez raison, après tout, etc. » Donc lui, il ne peut pas. Les Américains ne veulent pas donner le mot qui est essentiel pour l'Ukraine, qui est les garanties de sécurité. Il a dit, je signe les minerais. Déjà, les minerais, il est comme ça pour 50 ans. Donc, il a déjà donné une partie de ce qu'il pouvait donner. Il a déjà acté, je pense quand même, la partie ukrainienne a déjà acté, l'OTAN non, une forme de neutralisation probable, peut-être pas le Donbass. Bon, tout ça est à peu près dans les cartes. Mais j'y vais sans garantie de sécurité. Enlève ton pantalon et va-t'en. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas d'autre option que ce clash. Alors après, là aussi on a changé d'époque. C'est que ce genre de choses a peut-être dû arriver dans l'histoire du monde, sûrement, mais pas devant 40 caméras, 70 micros, et c'est une scène de théâtre. Enfin, c'est une scène de théâtre, et je pense que c'est très organisé. Quand Trump se tourne vers J.D. Vance et lui dit « vas-y, rentre-lui dedans », c'est prévu, c'est pas acté, c'est pas de l'inspiration. Mais quand on écoute J.D. Vance aussi, on a un peu l'impression quand même qu'ils lui font une fleur de venir. Il faut quand même se souvenir qu'il y a encore 48 heures, il ne venait pas. Ce serait Macron, ce serait Starmer, ce serait la Pologne, etc. Et donc, quand on écoute J.D. Vance, il dit, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, en fait, monsieur, vous êtes redevable de tout envers nous, vous devez nous dire merci et vous devez vous taire. Et signer l'accord. Voilà, et signer l'accord. Zelensky, il ne peut pas se permettre de dire oui à tout, il ne peut pas se permettre de remercier les États-Unis sur tout, etc. Il a des choses à négocier, mais c'est vrai qu'on est dans une autre dimension, qui est la nouvelle dimension trumpienne, où tout peut être dit, tout peut être mis en avant. Enfin, surtout sans aucune diplomatie, c'est-à-dire qu'il y a... Alors après, la diplomatie, elle ne se fait pas là, hein. Elle se fera derrière, évidemment, derrière. Oui, mais qui l'a fait, du coup ? Parce que là, tout se fait devant les caméras. Moi, je pense que ce qu'il fait là, je m'excuse,
ce qui fait c'est Trump qui donne le là. Voilà. On le voit très bien, dès qu'un de ses conseillers ou ministres se permet de dire quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'il pense, immédiatement, il y a un tweet rageur qui vient de Donald Trump. Donc, Donald Trump, lui, il a une vision assez du monde qui est la sienne, et il faut que les autres s'y plient. Donc, il y a les prédateurs et les proies. Bon, lui, il fait partie du clan plutôt des prédateurs avec les grandes puissances. Il espère peut-être, par cette cour assidue et ce rapprochement avec Vladimir Poutine, détacher la Chine de la Russie. Ça, pour l'instant, je n'y crois pas du tout, parce que quand on voit que le président Vladimir Poutine a immédiatement appelé Xi il y a 2 jours pour lui tenir au courant de tout ce qui se passait, qu'il a reçu les Nord-Coréens, donc qu'il a reçu les Iraniens. Et quand il vote à l'ONU aux côtés de la Russie, il vote aux côtés de la Chine. Voilà, du coup, on n'est pas du tout il y a des alliances paradoxales. Non, mais on n'est pas du tout dans un détachement de la Russie, de la Chine, etc. Que Trump se joigne à eux au sein de l'Assemblée générale pour voter cette résolution, ça montre le basculement, comme le disait très bien Ziad, de Trump dans le camp de ce qu'on appelait autrefois les Red States, les États... Rock, c'est toujours un mot compliqué à traduire en français. Les États un peu voyous. Les États voyous. Voilà, maintenant les États-Unis ont rejoint à la limite par ce vote-là, en tout cas, le clan des États voyous. Mais ce qu'il veut, c'est par rapport à sa population, parce que je pense que Trump s'adresse beaucoup dans ce genre à sa population, il veut montrer qu'il est le gars, entre guillemets, fort, qui va faire plier l'Ukraine et l'amener au deal du siècle. Et ce qu'il vend à sa population, c'est l'humiliation d'un petit pays qui va lui accorder le deal du siècle. Nous voulons récupérer notre argent, c'est ce qu'il n'arrête pas de dire, Ziad. Oui, mais je veux dire, si on avait un fonctionnement rationnel de la puissance américaine, y compris dans un nouveau paradigme, on n'aurait pas ce délire. C'est-à-dire qu'il pourrait très bien se dire, notre objectif, c'est à terme un accord de non-guerre, donc un accord de non-guerre, peut-être pas un accord de paix parce que c'est pas faisable tout de suite. Il faut qu'on récupère notre argent, il faut que les Européens se démerdent, mais ça pouvait prendre 5-6 mois, 7 mois à se mettre en place. Là, il y a vraiment quelque chose qui relève du spectacle, de l'humiliation. Après, encore une fois, ces scènes vont circuler dans le monde entier. Je suis pas sûr qu'elle joue en défaveur de Zelensky, parce qu'il est quand même dans son fauteuil, il se bat, il se défend, il aurait pu s'effondrer, il ne s'effondre pas, et le monde non américain a besoin de ces images de héros, de contre-héros positifs qui tient tête à cette espèce d'empire qui est en train de se former, et donc il en tirera quelque chose. Et comme on l'a dit aussi souvent ici, ce monde, il est beaucoup plus complexe que la vision qu'en a Trump. C'est-à-dire les Chinois, je voudrais être dans le bureau de Xi Jinping en ce moment. Qui regarde la séquence. D'abord, le rapport dit d'égalité entre la Russie et la Chine, c'est pas vrai. La Chine pèse 2 fois, 3 fois la Russie aujourd'hui en termes économiques. Même sur le plan militaire, on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais la Chine est une puissance économique militarisée. Elle pense à sa relation aux États-Unis et elle pense aussi, là où se retrouvent Russes et Chinois, c'est que, certes, on peut s'entendre avec l'Américain dans un espèce de cartélisme diplomatique, mais le fond de la pensée russe, c'est quand même la restauration de la puissance, et c'est la destruction de l'ordre occidental du monde. Donc eux, leur objectif, bon là, ça tombe bien, on va régler un problème, mais on est sur 10 ans, on est sur 15 ans. Poutine, il sera peut-être au pouvoir encore 15 ans, ou je ne sais pas combien... Il faut que son état de santé suive. Mais... Oui, enfin, si la santé suit, alors que Trump, il a déjà dans 2 ans, et c'est là que je voulais juste en parler 2 secondes, il a déjà dans 2 ans des midterms. Et quand on dit il parle au peuple, il parle à un peuple américain, celui qui a fait 51%. Et encore, c'est pas sûr que tout le 51% qui a voté pour lui soit totalement raccord sur ce genre de scène où quand même... c'est l'Amérique, on a un rôle à jouer, etc. Et donc, il y a les 49% démocrates et peut-être quelques républicains modérés qui doivent regarder ça avec consternation. Et ça se jouera aussi en interne aux États-Unis. Alors, figurez-vous tous que Volodymyr Zelensky vient de quitter la Maison-Blanche de manière précipitée. Donc, pas de conférence de presse. Il va partir. Voilà. Après son échange tendu avec Donald Trump. Est-ce que vos dessinateurs avaient anticipé ça, alors ? Non, très clairement, mais là, je sais très présentement ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Ah bah ça, oui.
il s'éclate. Et j'imagine déjà les dessins qui vont sortir de cette scène. Surtout. Même si on le rappelle, c'est l'avenir d'un pays et d'une population qui est en jeu. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Ce n'est pas seulement un jeu diplomatique et une scène de théâtre dans un bureau. Là, je pense aussi que du coup, Trump est aussi dans une impasse. Une impasse, parce qu'il ne faut pas oublier que Trump, il a une temporalité qui n'est pas la nôtre, sa rationalité n'est pas celle de tout le monde. Lui, ce qu'il voulait là, c'était un accord sur les minerais. Regardez, on récupère l'argent. L'accord, on ne sait pas et très vite le là, s'il est parti, il n'y a pas d'accord pour l'instant. Là, pour l'instant, évidemment, ça ne se fait pas. Alors, il dit que, je vous coupe, pardon Fabrice, Trump dit que Zelensky a manqué de respect aux États-Unis dans le bureau ovale. Voilà, ce qu'avait déjà dit J.D. Vance. Et là, il le répète à nouveau. Et donc, les deux hommes ont dû dire, je te prends la porte. On est j'allais dire, sur ce qu'on avait vu avec Trump, notamment avec la première administration, c'était très intéressant, il virait tous les gens qui lui disaient non, qui étaient contre lui. Et là, c'est exactement la même chose. Il a vu arriver quelqu'un dont il s'est dit, je l'ai invité, je ne voulais pas l'inviter. C'est quelqu'un que, de toute façon, qui va être obligé de montrer son respect, parce qu'il est redevable envers tout l'argent qu'on lui a donné. Il ment sur les 350 milliards, on sait que c'est 120. Enfin, néanmoins, il était dans cette position-là. On l'a presque vu quand il l'a accueilli, il l'a pris comme ça en disant, voilà, mon petit Zelensky arrive. Il s'est moqué apparemment, de ce que j'ai compris, de sa tenue en lui disant qu'il s'était mis sur son 31 en se moquant de son pull. Donc, ce côté... Et je pense que Zelensky... Voilà, à un moment, je pense qu'il y a des choses qui ne passent pas. Puis surtout, encore une fois, lui, il parlait aussi par rapport à son peuple. Alors peut-être qu'il est allé un peu trop loin. Là, on est quand même sur une fin de non-recevoir. Ça rebat un peu les cartes. Ça montre aussi aux Européens qui étaient un peu et qui vont se retrouver dimanche à Londres. Ça leur montre qu'on peut aussi tenir tête d'une certaine manière. On peut aussi imposer des choses. Oui, mais c'est en ça qu'il est admirable, Zelensky, parce qu'on ne sent pas beaucoup les Européens derrière. Ça va les cartes, on va bien voir. Il faut être très prudent sur la suite. Mais il y a un passif entre Zelensky et Trump. Les deux, Trump en veut terriblement à Zelensky depuis lorsque Zelensky, par exemple, a été élu. C'est une des séquences sur lesquelles ils se sont accrochés. Trump l'a appelé pour lui dire, écoute, trouve-moi des éléments contre le fils de Biden. Zelensky n'a pas marché dans la combine et comme par hasard, ça a fuité. C'est surtout pas qu'il n'a pas marché dans la combine qui l'a embêté, c'est que ça a fuité. Et donc immédiatement, il a dit c'est Zelensky qui a fait fuiter évidemment la chose. Et donc à partir de là, entre Trump et Zelensky, c'était fini. Il en a reparlé d'ailleurs là, dès la rencontre. Et après, c'était la fin entre les deux hommes. Alors que le rapport avec Macron, c'est à l'opposé. Macron a su tisser, et Dieu sait qu'il aurait pu ne pas non plus aimer ce petit bonhomme qui veut mettre la joue plus grande que ce que la France ne l'est. Eh bien, Macron a su jouer sur à la fois la séduction, à la fois... et il l'a repris dans la conférence de presse à 2 reprises, le président français l'a repris, et c'est passé. Alors que là, avec Zelensky, il y a un contentieux de départ, et donc ça pose un vrai problème dans le relationnel des deux hommes. Laure, que l'on voit quelques dessins. Voilà, je serais bien en peine de vous montrer des dessins à chaud, comme vos commentaires, mais je vous montre quand même deux dessins, enfin, parmi les 5 que je vous ai préparés, parce qu'il y en a eu beaucoup là, qui nous sont arrivés, c'est quand même des séquences. Là, cette semaine, ça a été le pompon. Je vais commencer par ce dessin du dessinateur belge Kroll pour Le Soir, dans la quiétude du bureau ovale à Washington cette semaine avec, vous voyez, Elon Musk, son fils XYZ, je sais plus, c'est comme ça que je l'appelle parce que je ne sais pas comment il s'appelle. 3 ans, parce que ça fait quand même 3 ans que l'Ukraine est en guerre. Déjà 3 ans que Zelensky a attaqué la Russie. Alors, si on regarde trop vite ce dessin, on pourrait ne pas comprendre la blague. Pour rappel, certes, Zelensky vient de traiter... Trump vient de traiter Poutine de tueur, mais enfin, Zelensky a quand même été copieusement insulté et traité de dictateur cette semaine, même si là, aujourd'hui, apparemment... Il est revenu sur ses propos. Il est revenu sur ses propos, voilà. Donc, et puis, un deuxième dessin que j'aime beaucoup aussi du dessinateur syrien Fad Bahadi. Je le trouve fantastique parce que à partir des 2 couleurs du drapeau ukrainien, on voit comment justement l'Ukraine se transforme en terrain de jeu et comment les 2 autocrates qui se font face, vous voyez Trump d'un côté et Poutine de l'autre, jouent du destin de l'Europe comme d'un ballon, et il est voilà, très, très, très éloquent. Je vous en montrerai d'autres par la suite. Ziad, c'est vrai qu'on voit que Trump ne fait pas la paix en s'associant avec des protagonistes. Je pense à l'Ukraine, je pense aussi éventuellement
à Israël et la bande de Gaza. Il se partage le gâteau avec le dominant, en somme. Non, je pense qu'il est un peu sous adrénaline. Il a été élu, il revient d'entre les morts à tout point de vue, il revient de la prison auquel il a échappé, donc il a une balle qui, mystérieusement, l'a effleuré l'oreille, qui est réparée mystérieusement aussi. Donc, bon, je pense que cet homme, qui est quand même... C'est pas un idiot non plus. Je veux dire, c'est un politicien. Tous les politiciens qui reviennent d'entre les morts, c'est des gens qui ont quelque chose. Simplement, il est sous adrénaline. Il n'y a aucune opposition dans son pays pour le moment. Ces hommes à lui et ces femmes qui bossent pour le président, ils sont le doigt sur la couture au garde à vous. Ils ont tellement peur de se faire virer que personne ne discute. Est-ce que quelqu'un a vu Rubio depuis 24 heures? Enfin, il y a un secrétaire d'État qui est totalement pas là. Il écoute J.D. Vance, c'est très présent pour un vice-président. Donc il est sous adrénaline. Il pense, je pense très sincèrement qu'il pense qu'il peut régler les problèmes du monde et de l'Amérique comme ça. Eh ben non, ça marche pas comme ça. Et à chaque fois que le monde résiste à la main de Trump, il s'énerve, il part en vrille. Et c'est très intéressant parce que maintenant on commence à voir vraiment le film de cette séquence. Le disrespectful arrive parce que Zelensky conteste la vision qu'ils sont en train de lui vendre. Et Vance lui dit, comment vous osez faire ça devant nos médias? How can you litigate that in front of our media? Comment vous pouvez plaider ça devant nous? En gros, quand tu rentres dans le bureau ovale, tu signes, tu te tais, tu sors. Et éventuellement une ou deux blagues pour faire ça. Mais je suis d'accord avec toi aussi, là tout le monde est dans l'impasse. Je ne sais pas ce qui se passe exactement là maintenant à Washington, mais... J'allais dire, la logique voudrait que Trump fasse une conférence ou intervienne. Toute seule. On va bien voir s'il va... Oui, tout seul. On va bien voir s'il va le faire ou non. Mais il a un problème là, Trump, parce que cette espèce de dynamique qu'il a mis en place, cette espèce de momentum où il est le roi du monde, et je rejoins ce que tu dis sur le fait que tout ce qui s'est passé durant la campagne, le fait qu'il a échappé, il se croit vraiment au-dessus de tout le monde. Cette dynamique-là, pour l'instant, elle est stoppée. Alors, est-ce qu'elle sera stoppée pour plusieurs jours? Je ne sais pas. Mais Zelensky, c'est pas Trump. Si Zelensky part de la Maison-Blanche fâché en disant qu'on ne va pas avancer, je ne pense pas que ça va durer. C'est pas une humeur de 24 heures. Donc, il faut savoir ce qui s'est dit, pourquoi ça s'est dit. Mais j'aimerais beaucoup avoir la version américaine et puis après celle de Zelensky, sur ce qui s'est passé. Je rappelle juste, Patricia, ce qui vient de se passer, si les téléspectateurs nous rejoignent. Donc, il y avait cette rencontre historique très attendue, en tous les cas, du président ukrainien à la Maison-Blanche avec Donald Trump. Et donc, la rencontre s'est mal passée. Apparemment, les discussions se sont mal passées et Volodymyr Zelensky a claqué la porte. Il est parti. Donc, on ne sait pas ce qui s'est dit dans l'échange. On ne sait pas qui a claqué la porte. Alors, voilà, en tous les cas, c'est forcément lui qui est parti, puisqu'il n'était pas chez lui. Mais voilà, est-ce qu'il a été poussé à l'extérieur par Donald Trump? Pour l'instant, on ne le sait pas encore. Il devait y avoir une conférence de presse et donc c'est ce que soulevait Fabrice. On ne sait pas si Donald Trump va s'exprimer seul du coup pour expliquer ce qui s'est passé et pour évidemment essayer de dédramatiser éventuellement, d'enlever cette posture du héros dont est en train de se revêtir Zelensky. Alors je vais rebondir sur ce que disait justement Fabrice. Donald Trump va par ce rendez-vous manqué en quelque sorte va se trouver un peu embêté. Je suis pas persuadée. C'est nous, les Européens, qui maintenant devons commencer à regarder sérieusement la situation. Parce que si le deal ne se fait pas avec Zelensky, il va continuer à le faire avec Poutine. Et il va passer son deal. Ce qu'il veut, c'est le deal avec Poutine, le shot avec la photo, main dans la main, cessez-le-feu, basta. Je ne suis pas persuadée non plus que Poutine veuille le cessez-le-feu parce qu'il va falloir s'occuper de tous ces militaires qui vont se retrouver au chômage et qui râlent contre lui. Mais enfin, il a plus cessez-le-feu sans Zelensky non plus. Quand même. Ils peuvent faire le cessez-le-feu sans Zelensky. Et c'est là que ça nous intéresse. En fait. Et c'est là que ça nous intéresse. Parce que Zelensky va vouloir continuer la guerre. Après, le cessez-le-feu, il y aura l'image, la guerre se poursuivra, et c'est nous, dans ces cas-là... Quelle force militaire c'est nous qui, dans ce cas-là, devrons apporter un soutien à l'Ukraine, et le voudrons-nous, en serons-nous capables? Ce qui se passe, je veux dire, aujourd'hui, je veux dire, toutes les chancelleries et tous les chefs d'État et les premiers ministres sont en train de regarder ça, et, la réunion de Londres, les conversations doivent aller bon train, parce que ce qui se passe est très important pour l'Europe. Non, mais en fait,
il est quand même obligé, il n'est pas Superman, il est quand même obligé d'avoir une part de deal avec l'État ukrainien. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer, alors là, si ça arrive, on ne peut pas imaginer que demain, il est capable, mais ça voudrait dire quoi? Ça veut dire demain matin, il dit, j'arrête toutes les livraisons d'armes, j'arrête d'envoyer de l'argent, mais... Et je signe le cessez-le-feu. Oui, c'est le fait avec Poutine qui n'est pas obligé non plus. Non plus. Il peut dire je reconnais ce que Poutine a pris comme territoire. Non, mais je veux dire, Poutine n'est pas obligé aussi de dire auquel c'est le feu, j'arrête. Si l'Ukraine est mise à nu, pourquoi les Russes s'arrêteraient aujourd'hui de se battre? Puisqu'ils peuvent à ce moment-là aller beaucoup plus vite. Donc je pense qu'il y a un problème dans le chapitre là tout de suite qui va se jouer cette nuit, demain matin. Ils ne peuvent pas rester dans cette situation. La deuxième chose, quand on parlait de sa vision du monde, parce que là, on commence à avoir les transcripts de toute la tirade. Il dit, en gros, vous nous avez bassinés avec la guerre contre la Russie, avec l'option Biden. Où nous a emmené l'option Biden? L'option Biden nous a emmenés dans le décor. Vous n'avez rien, vous avez perdu des centaines de milliers de gens, le pays est exsangue. Et puis, il y a une autre phrase, alors il faudrait la vérifier, où il dit à un moment... Avec les journalistes après, semble-t-il, il dit « Moi et Poutine, nous avons vécu les mêmes agressions. » C'est-à-dire la poursuite, les juges, le CPI, etc. Donc on voit tout ça dans sa tête. Et en gros, comment vous pouvez ne pas comprendre que ma vision est la meilleure vision? C'est-à-dire on arrête la guerre, vous signez votre deal, vous rentrez chez vous, les Européens en garde à vous, les Russes, c'est sûr, ils vont suivre, et évidemment, comme on disait tout à l'heure, les Chinois, évidemment, sont... Tout ça, ça tient sur une analyse qui n'est que lui. Et c'est pour ça que je suis stupéfait que personne dans son entourage, parce que Rubio, c'est pas... Moi, du coup, je me suis intéressé à Rubio, à ce qu'il dit depuis 10 ans. Il dit l'inverse de ce qu'il fait aujourd'hui. J.D. Vance, j'ai toujours eu un doute, parce que je trouve qu'il est vraiment très, très ultra-réac. Lui, il est cohérent. Mais bon, il y a un establishment républicain. Je suis quand même à chaque fois, et depuis l'arrivée de Trump, je suis à chaque fois étonné de l'émasculation d'une partie de l'appareil de gouvernement américain, que ce soit les militaires, que ça... Ça commence un tout petit peu. Il y a des voix qui commencent à élever, mais c'est très très peu. Mais là encore, il y a un scénario catastrophe, là, d'une certaine manière. Le scénario catastrophe, c'est en effet ces entretiens manqués. Eh bien, scelle la fin de l'aide américaine, ça y est, on arrête tout. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Poutine, il n'a aucune raison de vouloir arrêter quoi que ce soit. Il va continuer. L'Europe se retrouve dans une situation très compliquée où, en fait, reste l'Europe face à Poutine et potentiellement pour avoir ses garanties de sécurité. Et on est quand même dans quelque chose qui change, encore une fois, radicalement la donne et qui change les objectifs du conflit et qui change, évidemment, les issues qu'on pouvait entrevoir sur ce cessez-le-feu et sur le fait qu'on peut-être, quelque part, il y avait une solution à trouver. Donc, il faut vraiment qu'on ait les éléments dans les heures qui viennent, sur savoir que signifie ce départ de Zelensky. Est-ce que c'est la fin de toute négociation sur tous les sujets, d'ailleurs, les minerais, le cessez-le-feu, etc. Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui va être rattrapable, on va dire ça comme ça, dans les heures qui viennent? Après, il peut y avoir, parce que là, on est dans les scénarios, mais il peut y avoir aussi des effets boomerang en Ukraine. Parce que je pense quand même que Zelensky, bon, c'est clairement quelqu'un de courageux, mais je pense qu'il s'est fait piéger dans cette histoire, parce qu'il est parti, comme tu as dit, il est parti au quart de tour, alors que tous ceux qui vont voir Trump, il aurait pu demander à Macron, à Starmer, etc., vous y allez, vous dites oui, vous êtes tellement beau, vous êtes tellement fort. Oui, mais il l'avait beaucoup fait depuis le début de l'année. Après, quand on sort de cette pièce et qu'on a dit devant les médias américains et les médias du monde que Trump, etc., vous allez dans l'autre pièce et vous rentrez dans le dur. Et lui, il est parti un peu au quart de tour. Tout de suite. Et avec le Poutine est un tueur, etc. C'est possible aussi, encore une fois, je suis dans la politique, pas fiction, mais c'est possible aussi qu'à un moment en Ukraine, on se pose la question de qui doit être le chef par rapport à cette administration américaine et pour sauver ce qui doit être sauvé. C'est possible que ça arrive. Donc on voit que sur cette séquence qui a un peu échappé, peut-être aux acteurs, avec une montée spectaculaire devant les caméras, etc., ça va avoir
des tas de ce qu'on dit en anglais des ripple effects qui peuvent toucher. Je vous donne la parole tout de suite à Patricia, mais donc la conférence de presse est annulée, ça c'est ce qui vient d'être confirmé, donc apparemment il n'y aura même pas de conférence de presse avec Donald Trump, et là à l'instant Donald Trump accuse Volodymyr Zelensky de ne pas avoir à nouveau, il le répète, respecté les États-Unis, tout en disant qu'il pourra revenir quand il sera prêt à faire la paix. C'est vrai que voilà, quelle paix, on va continuer à en parler, Patricia. Ouais. Mais il faut voir qu'on est dans une phase où Zelensky est épuisé, il commet des erreurs même dans son gouvernement à Kiev, il a limogé des gens, il a fait des choix qui n'ont pas été forcément approuvés. Bon, il garde, contrairement à ce qu'a dit Trump, le soutien majoritaire de la population, mais on sent que l'homme est franchement à bout du rouleau. Et là, la partie qu'il a jouée avec Trump plutôt habilement ces dernières semaines, là, à mon avis, lui non plus n'a pas tenu, si vous voulez. Là aussi, on arrive à un homme qui est quand même épuisé, qui sait très bien jouer la partie, mais là, il s'est trouvé quand même devant un gros acteur de télévision et aussi acteur mondial, qui ne supporte pas l'opposition. Et il aurait dû, quand il a commencé à le titiller sur son pull, comme faisait remarquer Fabrice, ça semble ridicule, cette petite remarque sur le pull, mais ça l'est pas du tout. Ça peut être interprété comme tu me manques de respect, tu es venu en pull, à la Maison-Blanche, quand même, tu es toujours en pull, mais pour moi, tu aurais pu être mieux. Et tout de suite, si vous voulez, je pense que Zelensky connaît pourtant Trump, mais il aurait dû, voilà, moi, mon point de vue, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est joué là, dans l'affrontement de deux virilités, en quelque sorte, peut-être mal placées alors qu'on parle de la guerre. Il y a un démocrate assez connu qui dit que Trump a un problème personnel avec Zelensky qui date de l'affaire dont il attribue le premier impeachment. Oui, parce que ça vient était sur l'affaire de Biden. On va rejoindre notre correspondante à Kiev, Emmanuel Chaz. Emmanuel, vous avez suivi ces derniers développements. Est-ce qu'on en sait plus? Est-ce qu'on sait où se trouve, à l'heure actuelle, Volodymyr Zelensky? Il a quitté donc la Maison-Blanche? Non, on ne sait pas où il se trouve en ce moment. Ce qu'on sait, c'est que cet échange a été absolument lunaire, qui a été ressenti vraiment comme une humiliation du chef d'État ukrainien par son homologue américain et le vice-président J.D. Vance, qui n'a pas hésité à intervenir plusieurs fois pour vraiment faire sentir à Volodymyr Zelensky qu'il n'était pas en position de négocier. Il y a plusieurs moments dans cet échange qui ont été particulièrement violent à entendre, surtout lorsqu'on se retrouve ici en Ukraine. C'est lorsque le président Donald Trump dit à Volodymyr Zelensky qu'il n'avait pas les cartes en main, ce à quoi le président ukrainien répond qu'il ne joue pas aux cartes. Les morts ici en Ukraine continuent tous les jours, la guerre continue, alors qu'on voit ces dirigeants se parler, s'affronter verbalement comme ça lors d'un échange public. Rien que pour les dernières 24 heures, j'en avais parlé plus tôt aujourd'hui, la Russie est allée au contact de l'armée ukrainienne, a attaqué le long de cette ligne de front, longue de plus de 1000 km, je le rappelle, plus de 5000 fois. Rien que la nuit dernière, puisque cette nuit vient à peine d'être entamée à Kiev, je vous donne les chiffres de la nuit dernière, 208 drones ont été lancés par la Russie contre l'Ukraine. À chacune de ces attaques, la Russie apporte de la destruction, blesse des gens, comme elle le fait également sur les villes qui se retrouvent plus près du front. Ce sont vraiment de la destruction, des blessures, des morts qui sont apportées par cette guerre. Et évidemment, lorsque les Ukrainiens entendent parler de jeu, de cartes en main d'un côté ou de l'autre, ce sont leurs propres vies qui sont en jeu dans cette guerre. Où il y a un agresseur qui est la Russie, c'est internationalement reconnu. La Russie a attaqué une première fois l'Ukraine en 2014, elle a violé plusieurs traités internationaux depuis cette date et elle a réattaqué à grande échelle en février 2022. Et là, on a retrouvé le président Zelensky à se faire donner la leçon par les deux hommes les plus puissants de Washington. Donc non, je ne sais pas où est Volodymyr Zelensky en ce moment. Je ne sais pas non plus si cet accord sur les terres rares a été signé. Ce que je peux vous dire, c'est que ici à Kiev, les premières réactions que j'ai eues d'Ukrainiens qui ont regardé ce débat, c'était vraiment l'effarement total devant ce revirement vraiment
spectaculaire, pour ne pas dire absolument atterrant, de la diplomatie américaine en ce qui concerne Kiev et surtout le spectacle qu'elle en a donné devant les caméras du monde entier. Je vous remercie beaucoup, Emmanuel. Oui, parce qu'aujourd'hui, ce soir, là, on ne voit pas quelle peut être l'issue. C'est vrai que la situation, ça semble complètement bloquée. Vous voulez réagir, oui, Fabrice? On va écouter ensuite Zelensky. Ce que dit votre correspondant est très intéressant parce qu'elle évoque les réponses de Zelensky. Dans la séquence que vous montrez, on avait la traduction de Trump. On entendait Zelensky qui rétorquait. Et j'ai tendu l'oreille et à un moment, il lui dit « Mais moi, je suis venu pour dire ce que j'ai à dire. » Et donc, le fait de tenir tête comme ça, même dans des échanges comme ça un peu personnels entre les deux, je pense que ce qui est aussi... ça a provoqué cette question. Et deuxième élément très simple, Zelensky, normalement, il est attendu dimanche à Londres avec tous les dirigeants européens. Donc peut-être qu'on aura aussi des éléments supplémentaires. Laure, à ce sujet, justement, les dessinateurs avaient réagi. Oui, je vais vous montrer ce dessin prémonitoire, finalement, de Nicolas Vado pour l'Écho, que vous connaissez bien, sur le balai de visite à Washington qu'il y a eu cette semaine avec celle de Macron et de Starmer. Donc on ne sait pas si c'est plus un exercice de psychologie que de diplomatie avec Trump. Et la question est comment parler à Trump. Eh ben, on le voit. On voit Macron et Starmer qui s'en reviennent. Tu commences par lui dire qu'il est le plus beau, sinon il n'écoute pas. Eh ben voilà un dessin assez prémonitoire finalement. L'accord, alors justement sur ce fameux deal sur les minerais, un dessin que je trouve très très bien vu du dessinateur français Lacerpe sur ce deal de terres rares qui sera signé ou pas dans les prochains jours. Enfin bref, c'est mal parti. Ukraine, 3 années à se battre pour leurs terres. Et la voir partir aux États-Unis, eh ben ça valait le coup. Voilà un petit peu l'état d'esprit potentiel d'un soldat ukrainien sur le front. Je vous réserve un petit dernier bonus pour la fin de l'émission. Volodymyr Zelensky a donc a écourté son échange avec Donald Trump. On ne le sait pas, comme le disait Patricia, on ne le sait pas si c'est Donald Trump qui a écourté l'échange qui était déjà très tendu ou si c'est lui qui a décidé de partir parce que ça n'allait dans aucune direction. Je vous propose de l'écouter. C'était donc un petit échange qu'il y a eu devant les caméras avant qu'il s'isole ensuite pour des discussions qui ont été assez brèves. Nous n'accepterons jamais un simple cessez-le-feu. Ça ne fonctionnera jamais sans des garanties de sécurité. Monsieur le Président a raison pour cet accord, mais ça ne suffit pas. Il faut une armée forte. Poutine a peur de notre armée et de nos soldats si notre armée est forte. Si nous ne sommes pas assez forts et si nos réserves sont vides, nous ne pouvons pas défendre notre terre. C'est vrai que tout est dit, Ziad, dans cette séquence. Alors, la sécurité du pays. Trump a commenté dans son fameux trousse sociale. Il dit qu'en fait, c'était un very meaningful meeting. Parce qu'en fait, il y avait tellement d'émotions qu'à travers la pression, les choses se sont révélées. Et en gros... C'était catharsistique, pardonnez-moi. Ouais. Alors en gros... Ziad, attendez, parce qu'il y a Emmanuel Macron qui va réagir en direct apparemment, donc je ne sais pas si on a le voilà. Voilà, mais vous pouvez continuer, mais je risque de vous interrompre. Ah, ça y est, il est en train d'arriver, on va l'écouter tout de suite. Emmanuel Macron qui est au Portugal. Il y a un peuple agressé qui est l'Ukraine. Je pense que nous avons tous eu raison d'aider l'Ukraine et de sanctionner la Russie il y a 3 ans et de continuer à le faire. Et quand je dis nous, ce sont les États-Unis d'Amérique, les Européens, les Canadiens, les Japonais et plusieurs autres. Et que c'est cela. Et qu'il faut remercier tous ceux qui ont aidé et qu'il faut respecter ceux qui, depuis le début, se battent. Parce qu'ils se battent pour leur dignité, leur indépendance, pour leurs enfants et pour la sécurité de l'Europe. Ce sont des choses simples, mais elles sont bonnes à rappeler dans ces moments-là, c'est tout. La rupture est totale ce soir, monsieur. Donc c'est Emmanuel Macron qui a réagi, ce n'était pas du direct, c'était enregistré, mais enregistré ce soir. Emmanuel Macron, vous le savez, est en déplacement au Portugal. C'est vrai que vous le disiez, Fabrice, là, ça va s'agiter dès ce soir, puisqu'il y a cette réunion à Londres des Européens. Et là, c'est vrai qu'on ne sait pas dans quel sens ça va aller, mais Ziad, pour vous, c'était constructif. Il dit c'était meaningful, c'est-à-dire, encore une fois, mettons-nous à la place de Donald Trump, transaction, deal. Que ça se tape dessus, que ça pète, ça fait partie du jeu. Deuxièmement, Zelensky ne veut pas la paix parce qu'il pense qu'avec l'appui américain, il a la main. Moi, je m'en fiche de ça. Ce que je veux, c'est la paix. Donc, deuxième point. Troisième point, il revient quand il veut, quand il est prêt. Donc, on voit bien que... Alors, on parlait du jour d'après. On voit bien que le cycle...
est peut-être pas fini dans la tête de Trump. Mais quelle paix? Qu'est-ce qu'il veut comme paix, Trump? C'est quoi son idée de la paix, finalement? La paix, c'est la non-guerre pour le moment. Oui, mais il y a un élément important dans ce petit texte de notre ami Donald Trump. Il dit que Zelensky aurait un avantage. C'est ça. Aurait un avantage que tu as cité, aurait un avantage vis-à-vis de Poutine. Si l'Amérique était, mais bon, aidée, on ne sait pas comment, en backup pour les Européens, on ne sait pas en quoi. Et donc, ce message est aussi adressé à Poutine en lui disant, tu vois, lui, il voulait, je garde ma préférence, je garde mon regard vers Poutine quand même. Parce que quand il dit, cette phrase est très significative, il ne veut pas donner un avantage. Quand même, il le dit, je ne veux pas donner un avantage à Zelensky dans le deal que nous allons opérer et dans la paix qui va se faire. Ça n'a jamais été énoncé aussi clairement. Je ne veux pas donner un avantage. Ce qu'il a dit jusqu'à présent, c'est que l'avantage qu'aurait Zelensky, c'était que le seul fait d'impliquer les compagnies ou un investissement américain sur les minerais, ça le protégerait. Ça protégerait oui, contre et puis les Poutine. Européens aussi, ils étaient d'accord. Voilà, et Zelensky, Trump a dit que Poutine était d'accord pour les Européens. Lavrov a dit que les Russes n'étaient pas d'accord pour les Européens. C'est compliqué, mais lui, il ne voyait pas d'opposition. Moi, je voulais réagir aussi à ce qu'a dit Macron, parce que Macron, comme toujours, il est diplomate, plutôt, etc. Mais très rapidement, il parle des États-Unis qui soutiennent l'Ukraine. C'était les États-Unis d'avant. Je pense qu'il a raté. Voilà, ça c'est important. Laure, on va pas tarder à rendre, mais on avait un dernier dessin à montrer à nos téléspectateurs. Un petit bonus de Truand, dessinateur français qui vient de temps en temps aussi sur le plateau. Une fois que éventuellement Trump pourra se féliciter de la paix et du great job qu'il aura fait, voilà, après 3 ans de guerre, dénazification finalisée, puisque c'est l'objectif de Trump. Petit problème, les saluts nazis qu'on a pu voir ces derniers jours, des Bannon et puis plus avant des toasts, ne sont que pour lui qu'un petit détail. Enfin, c'est la petite pirouette de femme. On va se quitter avec une réaction d'un haut responsable russe. Je cite, l'altercation entre Trump et Zelensky est historique. Voilà, ça je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Ils ont ouvert la bouteille de vodka. Oui, voilà. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir accompagné ces développements, cette rencontre qui a tourné au vinaigre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. On verra ce que donneront les prochaines heures et s'il y aura reprise de discussion entre les deux pays. Merci à vous d'être venus pour une semaine dans le monde, à retrouver sur nos réseaux sociaux et sur le site internet. Allez, je vous retrouve dans un instant au cœur de l'info, ça se poursuit.